Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va d'abord commencer par une petite synthèse sur les marchés, des marchés qui ont été globalement assez consolidants cette semaine, des marchés actions donc plutôt consolidants, des indices qui ont bien démarré le début de semaine en Europe notamment, et puis qui terminent sur une note un peu plus terne en cette fin de semaine par rapport à des questions liées aux résultats d'entreprise, des résultats d'entreprise qui ont égrené toute la semaine, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et qui ont fait apparaître ce que l'on pouvait craindre, mais qui ont confirmé donc l'impact des pénuries dans certains secteurs. L'exemple le plus marquant concerne les géants de la tech aux États-Unis, avec Apple qui a confirmé qu'il y avait un impact qui avait pesé à hauteur de 6 milliards sur ses résultats liés à une pénurie de composants qui allait se prolonger également au quatrième trimestre. Des résultats également un petit peu en dessous des attentes pour Amazon par exemple. Donc on a comme ça, et puis également dans des secteurs industriels, automobiles, où on a vu donc ces pénuries dont les entreprises parlent et dont elles expliquent que cela va encore se prolonger quelques mois, en tout cas une partie du quatrième trimestre. Donc les marchés ont dû naviguer entre des bonnes nouvelles, c'est-à-dire des nouvelles qui concernaient le repli du prix de l'énergie par exemple. On voit que le gaz en Europe s'est largement détendu, en tout cas bien détendu par rapport au plus haut qu'on a touché début octobre. On a également un reflux sur le prix du pétrole. On voit également que du côté de la Chine, le prix du charbon qui était monté en flèche en Chine, dont le prix a été multiplié par 4, 5, 6 en l'espace de quelques semaines, c'est a largement baissé en fait, vraie rechute du prix du charbon. Donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles d'un point de vue de la macroéconomie, parce que ça fait baisser le prix de l'énergie, donc c'est plutôt favorable pour les entreprises, pour les ménages et pour les questions inflationnistes. Donc le marché cette semaine a dû jongler entre des résultats d'un côté qui mettent le doigt toujours sur la question des pénuries, des manques, des problèmes logistiques au niveau mondial, et de l'autre côté des facteurs plutôt positifs liés à la détente, en partie en tout cas des prix de l'énergie. On a également détente sur le prix du transport maritime, c'est également important de le souligner. Les indices de prix sur tout ce qui est transport de vrac sec au niveau mondial, qu'on mesure via le Baltic Dry Index, on a un indice qui retourne sur le niveau qu'on n'avait pas vu depuis à peu près un mois et demi. Donc c'est détente également qu'il faut souligner, et qui va dans le sens effectivement peut-être d'un pic stress qui a été atteint au niveau de la logistique mondiale. Ça ne veut pas dire que tout va rentrer dans l'ordre en 3 jours, ça va probablement mettre du temps, plusieurs mois avant de se normaliser, mais ça va plutôt dans le bon sens. On retiendra également de cette semaine la réunion de la Banque Centrale Européenne où Christine Lagarde a reconnu que l'inflation allait persister plus longtemps que prévu. C'était des choses qui étaient prévisibles, tous les indicateurs dont nous parlions sur les semaines précédentes allaient dans le sens d'une inflation qui n'était pas seulement transitoire, alors qui est transitoire sur plusieurs trimestres, même plusieurs semestres, mais pas transitoire sur plusieurs mois, ce qui était l'optique initiale de la Fed et de la BCE. On a une inflation qui persiste. On a vu des chiffres encore d'inflation tomber cette semaine pour la zone euro, qui pour certains pays étaient des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis l'intégration à la zone euro. Par exemple, c'est le cas de l'Espagne. L'Espagne n'a jamais connu une telle progression des prix depuis son intégration dans la zone euro. On a vu également des prix à la production en Allemagne qui étaient sur des plus hauts de plusieurs décennies. Donc on est bien effectivement sur des niveaux d'inflation qui progressent. Simplement la bonne nouvelle, c'est que comme ça commence à refluer, semble-t-il en tout cas, depuis quelques jours, quelques semaines, plutôt question de jours, sur le gaz et l'énergie, ça c'est plutôt des éléments, ou sur le transport maritime également, c'est plutôt des éléments qui vont dans le sens peut-être d'un pic inflation qui sera en train d'être touché au moment où on se parle, et ensuite une décroissance, une décrue de cette inflation dans les semaines et les mois à venir. Mais donc un process qui ne serait pas forcément immédiat, mais peut-être que nous sommes en train d'atteindre ce pic inflation au moment où on se parle. Donc pour revenir à la Banque Centrale Européenne, elle a admis donc que l'inflation allait quand même durer plus longtemps. Vous voyez déjà cette traduction sur le marché. Le marché n'a pas attendu que Christine Lagarde vienne de dire. Regardez, on en parlait la semaine dernière, les anticipations d'inflation moyen terme en zone euro. Donc ça, c'est un pricing du marché de ce que sera l'inflation sur un horizon moyen terme. On avait déjà des anticipations d'inflation qui dépassaient les 2% pour la zone euro et qui étaient à plus de 2,6% pour les États-Unis. Donc, signe que le marché était déjà convaincu que l'inflation allait progresser et s'installer sur plusieurs années au-delà de 2%. C'est ça que montre cette anticipation d'inflation. Donc finalement, Christine Lagarde ne fait que confirmer ça, même si elle a quand même indiqué que le staff de la Banque Centrale Européenne jugeait que les prévisions de redressement de taux faites par le marché dès 2022
pour la Banque Centrale Européenne n'était pas partagé par ses équipes en interne au sein de la BCE. Donc il y a toujours encore une divergence assez forte entre ce que le marché anticipe d'un côté en termes de normalisation de politique monétaire et donc de durcissement de cette politique monétaire et ce que la BCE véhicule comme message. Et on a également aux États-Unis un schéma assez similaire où on voit que sur certains marchés, ce qu'on appelle les futures Fed Funds, eh bien on a une anticipation de redressement de taux qui est agressive pour 2022. Je vais prendre le cas de ce que Price, donc de ce qu'anticipe ce marché des futurs Fed Funds pour la réunion de juin, par exemple, la réunion de la Fed de juin 2022, donc mi-2022, eh bien le marché, au moment où on se parle, pense qu'il y a seulement 30% de chances pour que les taux restent en l'état au mois de juin 2022. Ce qui est donc très agressif comme scénario. Quand on écoute la Fed, les différents membres de la Fed, les différents communiqués, on est pour l'instant seulement sur une question de tapering, c'est-à-dire de ralentissement d'achats d'actifs qui vont commencer à ralentir ces achats d'actifs à partir de novembre et qui vont s'étaler une partie de 2022, mais donc laissant la porte ouverte plutôt à une hausse de taux, plutôt fin 2022. C'est ça qui ressortait des différentes projections de la Fed. Là, une partie du marché est convaincue que la Fed est en retard et qu'elle va devoir accélérer méchamment la cadence, c'est-à-dire qu'elle va devoir ralentir très vite les achats d'actifs en l'espace de quelques mois et dès le mois de juin, commencer à relever ses taux. Donc on voit bien, et on a à peu près la même chose du côté de la BCE, c'est que le marché, lui, est convaincu que par tous les éléments qu'il voit sur les prix, l'évolution des prix des matières premières, des questions d'embouteillage au niveau mondial, de pénurie de composants ou autre, donc qui tire les prix à la hausse, le marché, lui, est convaincu qu'il est impossible que les banquiers centraux ne remontent pas les taux dès l'année prochaine. Pour autant, quand on écoute Jérôme Powell pour la Fed ou Christine Lagarde pour la BCE, eux réfutent cette possibilité-là, en tout cas, c'est réfuté pour la BCE et pour la Fed, on pense toujours plutôt de peut-être fin 2022 si tout va bien. Mais donc, on n'est pas du tout dans ces scénarios aussi agressifs que ceux que le marché price actuellement. Et pourquoi on en parle de ça ? Parce que ça a une influence sur le reste de la cote. C'est-à-dire que si une partie du marché pense que la Fed va être plus agressive et la BCE va être plus agressive, eh bien, ça fait peser, si vous voulez, toujours un petit poids. On voit que les taux obligataires se redressent. Par exemple, le 10 ans allemand, il s'est redressé hier pendant la réunion de la BCE. Le 10 ans italien également, le taux 10 ans italien est revenu sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis le printemps dernier. Donc c'est tout à fait normal en soi que les taux se redressent dans une phase de normalisation de l'économie européenne. Mais à court terme, ça se fait aussi parce qu'une partie du marché pense que les banques centrales sont en retard et qu'on va devoir, quoi qu'il arrive, durcir un petit peu le ton et donc ralentir peut-être plus vite que prévu leur soutien monétaire. Et ça, c'est effectivement ce avec quoi doivent composer les marchés actions, parce que c'est un élément qui est un petit peu un frein. Si vous pensiez que ça peut durer plus longtemps, que finalement vous pensez que les banques centrales vont devoir appuyer sur le frein un peu plus vite que prévu, ça peut être un frein, c'est pas dramatique pour le marché action, mais ça peut l'empêcher de progresser pendant quelques semaines, voire quelques mois, le temps que les deux scénarios viennent bien se combiner, c'est-à-dire ce que disent les banques centrales par rapport à ce que pense le marché. Donc on est dans cette phase-là, toujours un peu hésitant sur les marchés actions en Europe en tout cas. Pour les États-Unis, on a quand même marqué cette semaine de nouveaux records sur le S&P, donc le SP500, sur le Nasdaq également. Ça a été tout ça largement tiré par la tech américaine, sauf que cette tech américaine, eh bien, elle a connu là un revers sur les dernières publications, Apple et Amazon. Donc on en a parlé tout à l'heure, Apple donc qui a fait état d'un impact sur ses résultats par rapport à ses pénuries, et Amazon également qui a anticipé un résultat d'un quatrième trimestre également qui serait probablement moins bon qu'attendu par le consensus, par les marchés. Donc ça a généré des mouvements, un petit peu de repli sur la tech américaine, donc sur ces gros indices. On a une volatilité qui progresse un petit peu en cette fin de semaine. Le VIX, vous voyez, l'indice de volatilité des marchés américains qui évoluait aux alentours de 15 en début de semaine, même un petit peu en dessous de 15, il est remonté. Au moment où on se parle, on est aux alentours de 17,5, quasiment 18. Donc c'est une progression de la volatilité, c'est pas une catastrophe, il n'y a pas de stress immense non plus, c'est une petite hausse de la volatilité, donc petite hausse de la nervosité qu'on voit réapparaître en cette fin de semaine, donc un petit peu tiré par ces quelques déceptions sur les résultats des grands groupes. Attention, que ce sont des résultats de grands groupes qui progressent toujours d'une année à l'autre, mais qui sont un peu moins bons que ce que le marché attendait et qui s'inscrivent dans ce contexte mondial dont on a parlé de pénurie et de tensions logistiques. Par contre, le tableau, globalement pour la zone euro, reste
plutôt pas mauvais. Quand vous regardez les indicateurs de sentiment pour la zone euro, ça on mesure, il y a des indicateurs qui mesurent le sentiment dans les services et le sentiment dans l'industrie. On reste sur des niveaux de perception de ces deux zones d'activité qui restent bonnes, malgré ce qu'on a des pénuries et des difficultés de recrutement qu'on peut également avoir dans les services, par exemple. Les chefs d'entreprise qui ont été sondés et les milieux économiques qui ont été sondés, enfin l'économie, donc les décideurs économiques de ces secteurs qui ont été sondés via ces indicateurs de sentiment, eh bien nous montrent qu'ils ont toujours confiance en fait dans cette reprise et que finalement les phases qu'ils traversent actuellement où ils ont un peu de mal à recruter ou du mal à produire ce qu'ils voudraient parce que la demande est forte en face, eh bien effectivement c'est plutôt un problème lié à une trop forte demande et donc pas une trop forte demande, un problème d'offre, mais qui est aussi tiré par une forte demande. Donc vous voyez, c'est pas que les gens n'ont pas envie de consommer, ils ont envie, mais ils sont plutôt face à un problème en fait d'approvisionnement qui vient en amont en fait, un problème de supply chain, de tout ce qui vient en amont, et donc ça peut freiner l'activité des entreprises, mais ça ne remet pas en cause l'appétit de consommation des gens aux États-Unis et en Europe. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal, ce qui veut dire que normalement c'est plutôt favorable à moyen terme pour l'économie européenne et donc globalement pour les marchés européens également. On a toujours le risque Evergrande qui persiste, le gros promoteur immobilier en Chine qui pour l'instant n'a pas encore fait défaut parce qu'il a réussi à rembourser déjà la semaine dernière une échéance qui était due. Il l'a payé 30 jours après, juste avant la date limite, avant que les agences de notation ne déclarent le groupe en défaut. Il y avait une période de grâce de 30 jours. Bien à la fin de la période de grâce de 30 jours, Evergrande avait remboursé ce qui lui avait évité le défaut. À nouveau, il semble qu'aujourd'hui, c'est pas été confirmé, mais que l'échéance qui était due aujourd'hui, 30 jours après, donc celle du 29 septembre, il semble, ça reste à confirmer au moment où on se parle, mais il semble qu'elle ait été payée aussi. Donc, à nouveau, pas de défaut, semble-t-il aujourd'hui, du côté d'Evergrande. Pour autant, une pression qui reste quand même présente sur la Chine par rapport à la dette des entreprises. Des craintes toujours sur l'activité de la Chine, soumise à ces pressions d'approvisionnement forts, avec des indicateurs PMI donc d'activité qui s'étaient tassés le mois dernier et qu'on va attendre d'ailleurs. Ce week-end et lundi, on aura une salve d'indicateurs pour la Chine, indicateurs d'activité qu'on va donc surveiller. Mais il y a toujours donc ce risque en fait qui persiste toujours un peu sur la Chine qu'il ne faut pas minorer, qui pour l'instant en tout cas ces dernières semaines, 2-3 dernières semaines, a cessé de trop faire peur si vous voulez. Les marchés chinois, les marchés d'actions chinois n'ont pas rechuté lourdement ces dernières semaines. Il semble qu'une bonne partie des mauvaises nouvelles sur la Chine soit quand même en partie dans les prix. On rappelle que les indices d'actions chinois ont beaucoup plus baissé que les indices en Europe et aux États-Unis. Donc il n'y a pas eu non plus de contagion de ce risque sur les autres continents. Et comme les indices chinois ont déjà beaucoup baissé, c'est vrai qu'ils ont déjà encaissé pas mal de mauvaises nouvelles. Donc c'est un peu ça l'ambiance qu'on a. Il y a toujours un risque. Pour l'instant, les marchés en Chine ne dévissent pas plus qu'ils ont déjà dévissé, parce qu'ils ont déjà beaucoup baissé. Voilà ce qu'on peut dire donc sur ce que nous venons de traverser cette semaine. Donc hausse de la volatilité en cette fin de semaine sur les marchés, petite hausse de la volatilité. On a également une baisse du dollar. On a vu que l'euro a un peu rebondi. Là sur ces thématiques justement de taux qui repartent un peu à la hausse en zone euro, d'une banque centrale européenne qui indique qu'effectivement le scénario d'inflation transitoire a été repoussé un peu plus longtemps. Donc c'est peut-être moins transitoire que ce qui était prévu, ça c'est très clair. Et donc ça lifte un petit peu également l'euro, donc ça fait un peu baisser le dollar. Ça c'est également le thème de la semaine. Voilà ce qu'on pourrait dire pour ce petit récap. Qu'est-ce qui nous attend dans les jours qui viennent? Donc on va le faire en quelques secondes. Dimanche et lundi, on va surveiller les PMI, services et manufacturiers en provenance de Chine. Donc pour mesurer l'activité en provenance de Chine, les indicateurs PMI, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir un sentiment assez en amont. Dès lundi, nous verrons aussi l'ISM manufacturier aux États-Unis. Donc c'est un indicateur qui mesure également le sentiment du secteur manufacturier. C'est un des plus gros indicateurs aux États-Unis pour mesurer ce sentiment. Donc là, très important dans ce contexte, encore une fois, de pénurie et de problèmes d'approvisionnement et de tensions logistiques au niveau mondial. Mardi, nous aurons la décision de la Banque d'Australie. Il n'y aura pas grand-chose mardi à se mettre sous la dent. Juste savoir que la Banque d'Australie nous communiquera sa politique monétaire, probablement un discours plus agressif que les précédents, qui va dans ce qu'on voit déjà d'autres banquiers centraux qui doivent hausser un petit peu le ton par rapport à des schémas d'inflation qui persistent et qui progressent encore ces dernières semaines. Mercredi, nous aurons l'indicateur
ADP, donc qui nous donnera un premier sentiment du marché de l'emploi américain avant le rapport officiel de vendredi. Donc le chiffre ADP sera mercredi. Mercredi, on aura également le fameux indicateur ISM aux États-Unis, mais pour la partie des services cette fois-ci. Donc là aussi, on mesurera est-ce que les pénuries le manque de recrutement, les difficultés de recrutement dans plusieurs secteurs des services, est-ce que ça pèse sur le moral ou pas. Donc ce sera un bon indicateur à surveiller. Et puis on aura mercredi soir évidemment le gros rendez-vous, la Banque centrale américaine, la Fed, réunion de la Fed, décision de la Fed surtout. 20h le communiqué, 20h30 la conférence de presse de Jérôme Powell. À vérifier quand même si nous changeons d'heure ce week-end, j'ai un petit doute. Donc si c'est le cas que nous changeons d'heure, ça veut dire que ces rendez-vous seront décalés, seront une heure plus tôt. Donc, mais en tout cas, il faut savoir que mercredi, fin de journée, donc, la Fed se prononcera sur sa politique monétaire. Jeudi, décision de la Banque d'Angleterre, là aussi on l'attend moins accommodante, la Banque d'Angleterre, les salaires progressent au Royaume-Uni, l'inflation progresse au Royaume-Uni, malgré un schéma économique toujours tendu avec des questions sanitaires, de pénurie, manque de recrutement, etc. Ça n'empêche pas, semble-t-il, la Banque d'Angleterre de vouloir justement, parce que l'inflation progresse plus rapidement qu'ailleurs, durcir un petit peu sa politique monétaire. Donc gros rendez-vous pour la livre sterling, pour les marchés britanniques, et puis globalement pour la vision globale du Royaume-Uni. Ce sera jeudi avec la Banque d'Angleterre, et puis vendredi, le fameux rapport sur l'emploi aux États-Unis, où nous surveillerons les créations d'emplois. Autre donnée qui sera très surveillée, la progression des salaires, parce que ça, c'est un élément qui est surveillé par la Fed. La Fed, qui par la voix de Jérôme Powell, il y a quelques jours, avait dit qu'elle surveillait attentivement la spirale prix-salaire, qui génère de l'inflation tout simplement. Et donc ça c'est un élément qu'on va surveiller parce que si les revenus continuent de progresser, ce qui était le cas ces derniers mois aux États-Unis, par rapport à tout le contexte déjà inflationniste et lié aux matières premières ou autres, ça peut effectivement pousser la Fed à réagir plus rapidement et plus fortement. Donc rapport sur l'emploi important, création d'emplois, plus progression du salaire horaire moyen, et on surveillera aussi le taux de chômage aux États-Unis, ainsi que le taux de participation à la population active. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.